Le visage de Corinne pâlit soudain. Elle fit irruption dans la chambre de son amie et s'arrêta sur le seuil en voyant Évelyne penchée sur une bassine. « Tu es enceinte ?» souffla-t-elle, la voix tremblante d'étonnement. Évelyne gémit doucement sans quitter la bassine des yeux. « Je ne suis pas sûre, ça fait plusieurs jours. Aujourd'hui, c'est vraiment pas bien du tout. Antoine est au courant ? Pas encore, mais il ne devrait pas y avoir de problème. On devait se marier juste après la remise des diplômes. » Une trace d'incertitude se glissa dans sa voix. Bien sûr, on n'avait pas prévu de devenir parents si tôt, mais puisque c'est arrivé, Corinne ne partageait pas son optimisme. Contrairement à son amie, aveuglée par ses sentiments, elle avait remarqué qu'Antoine flirtait avec toutes les filles, lançait des plaisanteries lourdes et se comportait comme si le lendemain n'existait pas. C'était un bon parti dans leur petit village, un beau gosse avec le charme d'un don Juan, et les filles étaient prêtes à se crêper le chignon pour attirer son attention. Mais Corinne ne s'était jamais mêlée de leurs affaires, jusqu'à présent. La porte s'ouvrit brusquement, et grand-mère Agnès apparut sur le seuil. « Bonjour, ma petite Corinne » commença-t-elle joyeusement, mais en voyant sa petite fille, elle se figea. « Évelyne, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Une intoxication? Je t'avais bien dit de ne pas traîner toutes ces cochonneries à la maison, ces chipes. » Évelyne regarda faiblement son amie, la suppliant de se taire. Mais Corinne avait déjà fait son choix. Elle attend un enfant, grand-mère Agnès. Vous allez bientôt être arrière-grand-mère. Corinne regarda Évelyne fixement, comme pour dire « Il est temps d'assumer les conséquences de tes actes. »« Ce n'est pas encore certain, » murmura Évelyne. « Demain, j'irai voir le docteur Sophie Martin. Elle me dira exactement. » Grand-mère Agnès, sans dire un mot, s'affaissa sur une chaise en face de sa petite fille. Son regard était perçant. « Qui est le père ?»« Ce n'est pas qui, mamie, c'est Antoine !» s'exclama Évelyne avec emportement, défendant son amour. « On va se marier dès que j'aurai mon diplôme. Il m'a fait sa demande. Donc c'est mon fiancé. »« Tu es idiote, Évelyne, » murmura la grand-mère, la voix pleine d'amertume, « tout comme ta mère. » Elle se leva, marchant lourdement, et sortit de la pièce. Se versant une tasse de thé, elle s'assit près de la fenêtre et dit doucement dans le vide « Vieille courge que tu es, tu n'as pas pu protéger ta fille, et maintenant tu perds ta petite fille aussi. » Évelyne avait grandi comme une fille tranquille et studieuse, l'exact opposé de sa mère. Celle-ci avait commencé à faire la bringue dès 15 ans, avait mis Évelyne au monde à 16 ans et avait aussitôt abandonné sa fille à sa propre mère, poursuivant une succession de relations désordonnées. La seule joie de grand-mère Agnès était que sa fille n'avait plus eu d'autres enfants. 5 ans plus tard, la mère d'Évelyne n'était plus là. Une dispute d'ivrogne avec un prétendant jaloux s'était terminée par un coup dont elle ne s'était pas relevée. Après avoir enterré sa fille, grand-mère Agnès s'était consacrée à sa petite-fille. Celle-ci la réjouissait par ses succès scolaires et son comportement exemplaire. Peut-être qu'elle entrera à l'université, rêvait la vieille femme. Et voilà maintenant cet Antoine, la charmer, la berner et en plus la déshonorer. Grand-mère Agnès ne croyait pas un mot de sa prétendue sérieux. Il était la copie de son père, Simon Leclerc, qui dans sa jeunesse était déjà une canaille, et qui maintenant s'était carrément transformé en un homme d'affaires arrogant, sans scrupules et cruel. « Où est-ce que je t'ai perdue, ma petite fille ?» demandait-elle doucement, mais ne trouvait pas de réponse. En sortant du cabinet du docteur Sophie Martin, Évelyne sentit son moral fondre à chaque seconde. Elle avait appelé Antoine une 20aine de fois, mais personne ne répondait. Qu'est-ce qui pouvait bien occuper son amoureux au point de ne pas trouver une minute pour répondre ou rappeler? La jeune fille était perplexe. Soudain, on l'interpella. En se retournant, Évelyne vit tante Flore. Évelyne la salua et voulut passer son chemin. Elle n'aimait pas cette femme, qu'elle considérait comme une vieille commère. Mais une phrase la fit s'arrêter. « Bonjour, Évelyne, pourquoi as-tu l'air si triste? Tu n'aurais pas perdu ton Antoine par hasard ?» La vieille femme loucha malicieusement, regardant Évelyne droit dans les yeux. « Vous savez où il est ?» s'échappa de la jeune fille, et elle s'en étonna elle-même. Bien sûr qu'elle le savait. Tante Flore savait tout. Qui était né, qui s'était marié, qui était malade, qui était parti et avec qui. « Mais comment ne pas savoir ?» dit la vieille femme d'un ton important.
Il est là-bas, avec Sylvie. Paix à son âme, il est allé au café. Ça m'a étonnée, je me suis dit, peut-être que vous vous êtes disputés. Elle s'apprêtait à continuer, mais Évelyne l'interrompit. Avec Sylvie fut tout ce que la jeune fille put prononcer. Sans prendre congé, elle se précipita vers l'établissement. Dans la pénombre de l'endroit, la musique battait son plein, ça sentait le tabac et quelque chose d'aigre. Quelques filles se trémoussaient au centre de la piste. Dans le coin le plus éloigné, autour d'une table occupée par les fils à papa locaux, était assise une compagnie bruyante. À la tête de la table, Antoine. Diane était assise sur ses genoux et l'embrassait passionnément. Évelyne, n'en croyant pas ses yeux, s'approcha de la table. Personne ne fit attention à elle. Après être restée là un moment, elle se dit qu'Antoine était trop ivre pour réaliser ce qui se passait. « Antoine, qu'est-ce que ça veut dire ?» Toute la compagnie se tourna vers elle, et il sembla que même la musique s'était tue. Mais Diane ne bougea pas. Elle continuait d'être assise sur ses genoux, regardant Évelyne avec un sourire insolent, comme si elle la voyait pour la première fois. « Qu'est-ce que tu veux, Évelyne ?» demanda Antoine avec un sourire de travers. « Je demande ce qui se passe ici, » répéta Évelyne, espérant toujours qu'il reviendrait à lui et se jetterait sur elle en s'excusant. « On s'amuse, » répondit-il avec le même sourire. « Et toi, pourquoi tu débarques ? Je te cherchais, je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. » L'assurance s'évaporait. « Je suis enceinte, Antoine. » Et alors, le garçon sourit effrontément, et toute la compagnie éclata de rire. « Qu'est-ce que j'y peux ? Comment ça ? Qu'est-ce que tu y peux ? C'est toi le père. Tu as promis de te marier, » balbutia la jeune fille, complètement désespérée. « Promettre ne veut pas dire se marier. » Antoine rit de sa propre plaisanterie, et ses amis reprirent en chœur son rire. « De toute façon, continua-t-il, il faut être complètement idiote pour croire qu'un type comme moi épouserait une pauvre fille comme toi. Je voulais juste coucher. Alors, j'ai dit n'importe quoi. Et toi, tu as cru. N'es-tu pas idiote ? Maintenant, dégage, ne nous empêche pas de nous éclater. » Évelyne resta figée, regardant avec de grands yeux le père de son futur enfant. « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « C'est ton problème personnel, entendit quand même Antoine, et n'essaie pas de me faire chier avec ça. Si j'en parle à mon père, il te rendra la vie impossible ici, et s'il veut, il te mettra même en prison. » De honte et de désespoir, Évelyne ne savait où se mettre. Se retournant brusquement, elle s'envola du café, étouffant de larmes. Elle courut sans regarder où elle allait. « Évelyne, reviens !» Tante Flore tenta de l'arrêter, mais en vain. Alors elle se précipita vers la maison de grand-mère Agnès, espérant l'y trouver. « Grand-mère Agnès, Tonia, malheur, votre Évelyne, eh bien, elle a filé vers la rivière !» cria Flore, ouvrant la porte en grand. « Mon Dieu !» Grand-mère Agnès, enfilant son châle, se précipita hors de la maison vers la rivière. Par miracle, elle réussit à arriver à temps. Évelyne se tenait sur le pont, tripotant convulsivement le bord de son cardigan. « Ma petite fille, ne fais pas ça, » dit doucement grand-mère Agnès, s'approchant prudemment. « À qui vas-tu me laisser ? Je ne pourrai pas vivre sans toi, Véronique. Using a diminutive closer to Véronique, matching Vera Verunia. Mamie, il a dit que j'étais idiote, qu'il a tout fait exprès. Pour coucher, je ne veux pas vivre. Comment vais-je pouvoir supporter cette honte ? Et Dieu le punira, ma chérie, il paiera pour tout. Et toi, ne prends pas ce péché sur ton âme, la persuadait grand-mère Agnès en avançant toujours lentement. Tu ne vas pas seulement te détruire, mais aussi un enfant innocent. Mais à qui il servira, cet enfant ? On se moquera de lui toute sa vie, on le pointera du doigt, un bâtard. Alors on partira, Évelyne, on partira, on ne dira à personne qu'il n'a pas de père, on dira que son père est mort. N'aie pas peur, ma chérie, je vais t'aider, je ne t'abandonnerai pas. » Évelyne finit par se retourner, ses grands yeux rougis par les larmes la regardaient avec espoir. « Viens, ma chérie, rentrons à la maison, on boira du thé, on se calmera. Et au diable cet être sans cœur, tu verras, le Seigneur le punira, et comment il le punira. » Une semaine passa. Évelyne ne sortait pas de la maison. Grâce à Diane,
Tout le village savait déjà comment Antoine s'était moqué d'elle. Le cœur de grand-mère Agnès se brisait en regardant sa petite-fille. Évelyne ne mangeait rien, ne faisait que pleurer. « Arrête, ma chérie, tu passes tes tasses, tes examens, on vend tout de suite la maison et on part. On ira où tu voudras. Et quand tu auras accouché, tu iras étudier. Je m'occuperai du bébé. Ne t'inquiète pas, Évelyne, tout ira bien. » Mais Évelyne semblait ne pas entendre. Elle continuait de refuser de manger et pleurait sans arrêt. Un jour, grand-mère Agnès, de retour des courses, trouva sa petite-fille inanimée. Épuisement physique et nerveux, constata le médecin urgentiste. On l'emmène à l'hôpital. Vous devriez aussi consulter un médecin, dit-il sévèrement à Agnès. Je vais consulter, marmonna la vieille femme en refermant la porte derrière lui. D'abord, je rendrai visite à un sale gamin, et ensuite j'irai voir le médecin. Elle s'habilla, enfila son châle et sortit de la maison. Elle se dirigea vers chez Simon Leclerc pour lui dire tout ce qu'elle pensait de son fils incapable, et d'eux en général. Simon, la voyant par la fenêtre, sortit aussitôt sur le perron. « Si c'est pour une compensation, grand-mère Agnès, retournez chez vous gentiment. Si je dois payer chaque traînée qui écarte les jambes devant mon fils, je serai vite ruinée. »« Mais vous êtes déjà un pauvre type, » cria Agnès en retour. « Pas par l'argent, mais par le cerveau et la conscience. Vous avez élevé votre fils en crapule, et on n'a rien besoin de vous. Votre argent pue à des kilomètres, tout comme vous. Je suis juste venue dire, les larmes d'Éveline vous seront rendues. Oh, comme elles vous seront rendues, vous le regretterez, il sera trop tard. Vous l'aurez cherché avec votre gamine, il fallait surveiller avant de venir faire des réclamations chez des gens respectables. Sinon, comme sa mère irresponsable, elle va vous ramener une nichée de gosse et finira sous un pont. Ah, espèce de salaud !» Grand-mère Agnès entra en ébullition. Simon tourna le dos et disparut dans la maison. La vieille femme ramassa une pierre par terre et la lança vers la maison, espérant atteindre une fenêtre, mais manqua sa cible. Crachant sur la grille, elle regagna péniblement sa maison. Les forces l'abandonnèrent juste sur le perron. S'affaissant lourdement, la vieille femme ne se releva plus. « Grand-mère Agnès, qu'est-ce que vous faites assise là ?» Tante Flore se tenait derrière la grille, essayant de distinguer sa voisine. Celle-ci était assise dans une pose inhabituelle, sans bouger. « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» s'exclama Flore, et, sortant son vieux portable, appela les secours. « Comment est-ce arrivé ?» pleurait-elle, tandis que les ambulanciers emportèrent le corps de grand-mère Agnès. « Crise cardiaque, très probablement, » répondit le médecin d'un air sombre. En 24 heures, il était déjà venu 2 fois dans cette maison, et quelque chose lui disait qu'une tierce personne était impliquée dans les 2 tragédies. La foule rassemblée chuchotait. Après le départ de l'ambulance, les gens ne se dépêchaient pas de partir, discutant de ce qui s'était passé. Finalement, ils se dispersèrent, ne laissant que grand-père Georges et Flore. « Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va dire ça à Évelyne ?» dit Flore. « Eh bien, quelle situation ?» dit grand-père Georges. « Je vais aller en ville demain, rendre visite à Évelyne, et il faut s'occuper des funérailles, » décida Flore. « Je viens avec toi, » s'anima Georges. « Tu ne vas pas gérer ça seul. »« Excusez-moi, » une voix inconnue les interrompit. « Pourriez-vous me dire où habite Agnès Sokolova ?»« Elle habitait, » marmonna Flore. « Qui êtes-vous » L'inconnu, sans répondre, demanda à nouveau. « Comment elle habitait? Elle est partie ?»« Elle est décédée aujourd'hui, » dit grand-père Georges, sans détour. « Vous êtes arrivé trop tard, jeune homme. Excusez-moi. » Le jeune homme s'approcha. Les interlocuteurs virent qu'il avait largement dépassé la quarantaine. Les rides autour des yeux, les sillons nasogéniens profonds, les tempes grisonnantes en témoignaient. Et sa petite-fille, Évelyne, où puis-je la trouver? Flore et Georges échangèrent un regard. « Et pourquoi vous la cherchez ?» demanda sévèrement grand-père Georges. « Des connaissances m'ont demandé de remettre quelque chose à grand-mère Agnès, ou à sa petite-fille. Alors, où puis-je la trouver ?» insista l'homme. « Elle est à l'hôpital, en ville. Mais soyez prudent, elle a subi un choc très violent. » Tante Flore se dit que ça ne ferait pas de mal à Évelyne d'avoir quelqu'un, même si ce n'était qu'une connaissance. Puisqu'il connaissait la grand-mère, peut-être que ses connaissances étaient aussi de bonnes personnes. « Merci, » remercia l'homme, et se dirigea vers une voiture que les vieux n'avaient pas remarquée au début.
Tôt le matin, ayant préparé un petit paquet, Flore courut à l'arrêt de bus où grand-père Georges l'attendait. En ville, ils se séparèrent. Georges alla à l'assistance sociale, Flore à l'hôpital pour voir Évelyne. « Comment vas-tu, ma petite ?» Flore était assise dans la chambre. Évelyne était pâle mais ne pleurait plus. Son regard était vide, fixé au plafond. « Comment, c'est arrivé ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « De quoi, ma chérie ?»« Mamie, j'ai entendu des infirmières parler hier. J'ai voulu aller voir, mais on ne m'a même pas laissé sortir de la chambre, et on m'a fait une injection. Tout est encore dans un brouillard. » Évelyne détourna le regard du plafond pour regarder Flore. « C'est son cœur. Elle était malade depuis longtemps, » dit Flore aussi doucement que possible. « N'aie pas peur, on ne te laissera pas seule. Tu resteras chez moi pour l'instant, et après, comme tu voudras. »« Merci, tante Flore. J'aimerais bien aller à l'enterrement. Comment je peux faire ? » ?»« Je vais en parler au médecin. Je pense qu'il te laissera sortir. Reste couché pour l'instant, et je reviendrai plus tard. » La vieille femme sortit et se dirigea vers la salle des médecins. Au poste, elle remarqua l'homme de la veille. Il parlait avec une infirmière. En voyant Flore, il fit semblant de ne pas la reconnaître et partit rapidement. Surprise, Flore l'oublia vite en arrivant devant le bureau du médecin. Ayant obtenu l'autorisation du docteur, elle retourna voir Évelyne. « Voilà, ma chérie, j'ai arrangé ça. Je viendrai te chercher demain. Pour aujourd'hui, repose-toi encore, soigne-toi. » Évelyne hocha la tête docilement. Elles parlèrent un peu. Flore parlait surtout. Évelyne écoutait en silence et hochait parfois la tête. En s'apprêtant à partir, Flore se rappela soudain l'homme étrange. « Évelyne, est-ce que quelqu'un d'autre est venu te voir pendant que je n'étais pas là ?» La jeune fille la regarda avec surprise. « Qui pourrait venir me voir ? » « Eh bien, je suis venue avec Georges. Il comptait venir aussi, mais il a visiblement été retenu par ses affaires, » mentit Flore. « Bon, repose-toi bien jusqu'à demain. »« À demain, » balbutia Évelyne et s'endormit. On lui avait à nouveau injecté un médicament. Dans le bus du retour, Flore raconta tout à Georges. « Je ne l'aime pas trop, cet homme, » conclut-elle. « C'est vrai, quelle situation !»« Quelque chose ne colle pas, » dit le vieux d'un air pensif. « Mais ne panique pas trop tôt. Demain, tu iras chercher Évelyne, elle sera sous ta surveillance, on enterrera grand-mère Agnès, et après on réfléchira. »« Docteur Paul Duval, je veux interrompre ma grossesse, » dit Évelyne calmement d'une voix ferme. « Je ne veux pas de cet enfant. Évelyne, la décision vous appartient, bien sûr, mais en tant que médecin, je suis obligée de vous prévenir. Ce genre de choses peut avoir des conséquences très lourdes. Vous êtes trop jeune, vous comprenez ? » Le docteur regardait attentivement la jeune fille, mais il ne voyait dans son comportement aucune once de doute, comme c'est le cas lorsque quelqu'un demande quelque chose, mais souhaite au fond de lui être dissuadé. Évelyne donnait l'impression d'une femme absolument adulte, raisonnable, qui avait tout réfléchi et pris une décision ferme. « Vous comprenez, je suis complètement seule, je n'ai personne, et je ne veux pas vivre au crochet de tante Flore. Je ne pourrai rien donner à cet enfant, et ne dites pas que quelqu'un là-haut m'aidera. Mon enfant, en plus de devoir vivre dans la misère, ne sera pas aimé. Sa mère ne peut que le haïr, et en aucun cas l'aimer. Le haïr. Bien, je comprends. Demain, je vous donnerai une orientation vers un spécialiste. D'ici là, vous avez la nuit pour peser le pour et le contre une fois de plus. Merci, dit Évelyne, souriant intérieurement. Une nuit pour tout peser. Si seulement Paul Duval savait combien de nuits elle avait passé à tout peser. La mort de sa grand-mère avait été la dernière brique avec laquelle elle avait construit le mur entre le passé et l'avenir. L'ancienne Évelyne, naïve, était morte avec sa grand-mère. Et demain, après la procédure, naîtrait une nouvelle Évelyne qui ferait regretter tous ceux qui avaient contribué à cette renaissance. La jeune fille sortit de la clinique complètement changée, indifférente à tout, du moins le croyait-elle. Elle n'avait pas envie de crier, elle avait envie de s'allonger, de s'endormir et de ne jamais se réveiller. Mais d'abord, la vengeance. Et ensuite, elle pourrait mourir, se dit Évelyne, s'asseyant sur le perron, exactement au même endroit où sa grand-mère était morte quelques jours plus tôt. Elle s'était déjà levée pour entrer dans la maison, quand on l'appela. « Évelyne ?» Se retournant, elle vit à la grille un homme inconnu. Il était grand,
pas jeune, bien habillé avec goût. La jeune fille le regarda avec prudence. « Bonjour, Évelyne. » Pendant qu'elle l'examinait, il ouvrit la grille et, parcourant l'allée, s'approcha du perron. « Vous êtes qui et qu'est-ce que vous voulez ?» demanda la jeune fille, pas du tout aimable. « Je suis ton père, » dit-il simplement, comme si c'était une évidence. « Parfait, » dit Évelyne avec un sourire mauvais. « Vous êtes probablement mourant. Vous avez décidé de ne pas laisser toute votre fortune de plusieurs millions, mais n'attendez pas que je tombe à vos pieds avec des remerciements. De toute façon, je suis très fatiguée. Je n'ai pas le temps pour vous. Alors, au revoir. Ne me dérangez plus pour des broutilles comme ça. » Elle se retourna, s'apprêtant à partir. « Je comprends votre état, » tenta de l'arrêter l'homme, la saisissant par le bras. « Mais laissez-moi tout vous expliquer. Je ne suis pas malade, ma santé est excellente, je compte vivre très longtemps. J'ai appris votre existence récemment. Écoutez-moi, je vous en prie, et vous comprendrez tout. Et si je ne veux pas écouter ?» La jeune fille regarda son nouveau parent avec défi. « Alors je devrais rester assis sur ce perron jusqu'à ce que vous changiez de colère et me donniez une seule et unique chance. » Évelyne marqua une longue pause, soupira lourdement et dit « Je n'ai rien à vous offrir, je viens juste de rentrer, on peut parler ici. » Elle s'assit sur le perron. « Alors, j'ai une proposition, » sourit l'inconnu. « J'ai vu qu'il y avait quelque chose comme un restaurant par ici. Allons déjeuner, je vous raconterai tout. Qu'en dites-vous » Elle voulait refuser, mais elle comprit qu'elle avait faim. Un repas ne serait pas de trop, d'autant plus qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent. Évelyne hocha la tête en signe d'accord. Au restaurant, après avoir commandé, l'homme ne tarda pas. « Je peux commencer ?» La jeune fille hocha la tête et, s'adossant au dossier moelleux du fauteuil, fit de son mieux pour paraître intéressée. « Je m'appelle Thierry Dubois. Il y a un peu plus de 18 ans, je suis venue dans votre village pour affaires. J'étais mariée, mais votre mère m'a rendu fou. J'ai appris trop tard qu'elle était mineure. Mais ça ne changeait rien. Je suis rentrée chez moi avec la ferme intention de divorcer et d'épouser votre mère. Je ne savais rien de sa grossesse. Ma femme, sentant que quelque chose n'allait pas, m'a annoncé qu'elle était enceinte. Et je n'ai pas pu laisser un futur enfant sans père. J'ai dû renoncer à mon rêve d'être aimée. Puis, il y a eu une fausse couche. Mais, comme je l'ai découvert plus tard, c'était un mensonge. Il n'y avait pas de grossesse. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Elle a souffert longtemps et m'a demandé de rester à ses côtés. J'avais pitié d'elle. 6 ans se sont écoulés ainsi. J'ai décidé de revenir. Grand-mère Agnès m'a dit que votre mère n'était plus là et m'a chassée. Elle ne m'a pas dit que j'avais une fille. Le divorce n'avait plus de sens et je suis restée avec ma femme. Il y a quelques mois, on a découvert que ma femme était malade. En mourant, elle a avoué « À l'époque, il y a 18 ans, pendant que j'étais dans la salle de bain, votre grand-mère a appelé. Ma femme a ruse, elle a dit qu'elle était ma femme de chambre et que j'étais partie en voyage d'affaires. Grand-mère Agnès l'a crue et lui a demandé de vous dire que votre mère était enceinte. Bien sûr, ma femme n'a rien transmis et c'est là qu'elle a inventé sa propre grossesse. Après avoir enterré ma femme, je suis tout de suite venue ici. Excusez-moi, mais votre mère n'était pas réputée pour son comportement exemplaire. Je devais m'assurer que vous étiez mon enfant. J'ai dû soudoyer le personnel médical pendant que vous étiez à l'hôpital pour obtenir un échantillon d'ADN. Lorsque tout a été confirmé, je suis venue vous voir. Je sais ce qui vous est arrivé, dans quelle situation vous êtes. Laissez-moi vous aider. » Pendant que Thierry Dubois racontait, le serveur apporta la commande. Mais personne ne toucha au plat. Évelyne restait silencieuse, digérant ce qu'elle venait d'entendre. D'un côté, elle avait envie de l'envoyer promener fièrement, de dire qu'elle s'en sortirait seule, de l'ajouter à la liste de ceux contre qui elle se vengerait. Mais d'un autre côté, quoi qu'on dise, le papa est apparu au bon moment. Ses moyens et ses relations simplifieraient considérablement la tâche. Thierry Dubois, comme s'il avait lu dans ses pensées, sourit. « Je suppose que vous voulez vous venger, mais réfléchissez, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant ? Pas d'argent, pas de relations, pas d'amis fidèles, j'en suis sûre, et même pas de plan précis. C'est pourquoi je propose, venez avec moi, remettez vos idées en ordre, reconstruisez votre vie, soignez vos nerfs et, avec sang-froid, établissez un plan. Croyez-moi, la vengeance est un plat qui se mange froid. » « Peut-être que vous avez raison, » acquiesça Évelyne. « Excusez-moi, pourriez-vous me dire où je peux trouver un hôtel par ici ?»
Devant les chauffeurs de taxi se tenait une jeune femme, belle. Elle était descendue du bus venant de la ville. Dans une main, une grosse valise qu'elle roulait sur les épaules, un petit sac à dos. « Eh bien, d'où sort un hôtel dans notre trou perdu ?» dit un chauffeur de taxi. Chemise sale, pantalon graisseux, casquette usée, tout indiquait qu'il n'était pas allé plus loin que le village avec sa Lada. « Oui, Nico, tu disais que tu te barrais d'ici dès que tu aurais fini l'école, » pensa Évelyne en regardant l'homme. Le petit homme sale qui lui avait répondu s'avéra être Nico, son camarade de classe, qu'il avait regardé de haut pendant toutes les années d'école. Alors peut-être que quelqu'un loue un appartement ? Évelyne avait besoin d'un endroit où loger. « Paul, tu as une grande maison, héberge la demoiselle, » dit Nico en s'adressant à un jeune homme dans une 6. Les hommes rirent de manière significative. Évelyne regarda Romain attentivement. Elle ne le connaissait pas, peut-être qu'il était arrivé pendant qu'elle n'était pas là, mais qui, en son bon sens, viendrait ici, où il n'y a pas de travail, pas d'infrastructure, pas de perspective normale ? Romain sortit de sa voiture, s'approcha d'elle. Un homme de taille moyenne, avec de larges épaules, des bras musclés. « Eh bien, si la demoiselle est prête à payer pour le logement et à se comporter discrètement, on peut essayer, dit-il. Évelyne le regarda dans les yeux. « Évidemment, je n'avais pas l'intention de m'incruster gratuitement. Je suis bien élevée, je connais les règles de bienséance dans une maison qui n'est pas la mienne. Ne vous inquiétez pas pour mon comportement. » Elle se dirigea vers la 6 de Romain, laissant la valise. Il ne lui restait plus qu'à la prendre et à la suivre. La maison de Romain était effectivement grande, 2 étages, une immense véranda avec 2 portes. Romain se dirigea vers l'une d'elles. « C'est ici que je vais vous installer. C'est là que mes parents vivaient, mais ils sont décédés. Je voulais relier les 2 moitiés. » Il hésita. « Je n'ai pas eu le temps. Donc vous aurez une entrée séparée, pratiquement un appartement indépendant. » « Merci, c'est très pratique, » remercia Évelyne. S'étant mise d'accord sur le prix, elle alla s'installer, déballa ses affaires, prit une douche et se changea. 7 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle était partie avec son père. Son père vivait dans la capitale, un immense appartement dans un gratte-ciel, une maison de campagne, une flotte de voitures, dont l'une qu'il lui avait offerte pour ses 20 ans, une entreprise florissante. Thierry Dubois avait insisté pour qu'elle étudie dans une université de la capitale. « Comprends, ma fille, l'éducation, ce n'est pas seulement des connaissances, ça apprend à penser, avec sa tête, et pas avec autre chose. » Évelyne comprit l'allusion et se mit au travail, d'abord parce qu'elle le devait, mais ensuite l'apprentissage la passionna, et elle-même chercha les connaissances. Elle sortit de l'institut parmi les meilleures. Son père la prit comme assistante. Après avoir travaillé 1 an, Évelyne décida, c'était le moment. L'heure de la vengeance était arrivée. Son père, apprenant ses intentions, l'accepta comme inévitable. Ils élaborèrent un plan ensemble. Ce ne sont que des brouillons pour l'instant, disait-il. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant toutes ces années. On ajustera sur place en fonction des données réelles. C'est pourquoi il faut d'abord tout apprendre aussi bien et en détail que possible. Ne cherche pas le résultat rapide, réfléchis bien, vérifie tout pour qu'il n'y ait pas d'échec. Il faudra peut-être plusieurs années. Arme-toi de patience. La patience, ça je n'en manque pas, ne t'inquiète pas, papa, je ne me presserai pas. La dernière soirée avant son départ, ils étaient tous les 2 au restaurant. « Appelle-moi absolument tous les jours, » demandait Thierry. « Raconte tout. » Évelyne hochait la tête. Son père sortit de sa poche une petite bague avec une pierre. « Papa, à quoi bon les cadeaux ?» dit Évelyne en secouant la tête. « Ce n'est pas un cadeau, c'est ton talisman et ma tranquillité. Si je ne reçois pas ton appel, je pars tout de suite te chercher. Et s'il arrive quelque chose d'extraordinaire, appuie simplement plus fort sur la pierre, elle enverra un signal à moi et à mon chef de la sécurité. Porte-la sans l'enlever, s'il te plaît. »« D'accord, » dit Évelyne, émue. Se rappelant qu'elle avait voulu l'ajouter à la liste de ceux à qui elle se vengerait, elle rit mentalement. Toutes ces années, son père avait vécu pour elle, il avait été attentionné, gentil, généreux, comme pour rattraper le temps perdu. Le matin, Évelyne commença le chemin vers lequel elle se dirigeait. Elle ne se rendit pas compte qu'elle s'était endormie le soir. Elle s'était juste allongée et s'était évanouie. Elle regarda son téléphone, 5 heures du matin, l'heure de se lever.
Elle mit un survêtement, des baskets, une casquette de baseball, des écouteurs. Sortit courir. C'était un point du plan, une course matinale quotidienne. Sous ce prétexte, Évelyne pouvait observer les environs, tous les changements survenus en 7 ans, les gens qui auraient pu apparaître et en même temps écouter les conversations. Aujourd'hui, elle décida d'aller courir dans la riche ville locale pour voir s'il y avait eu des changements significatifs. Elle ne s'inquiétait pas d'être reconnue. Sa nouvelle couleur de cheveux châtains, ses lentilles de couleur, son régime, tout l'avait changé au point d'être méconnaissable. Nico ne l'avait pas reconnue hier. L'aspect général du village la déprimait, la déchéance, et seule la riche ville prospérait. Nouvelles maisons, manoirs, clôtures plus hautes. On voyait tout de suite, ils ne comptaient pas leur argent. Grâce à quoi vous enrichissez-vous, bourgeois? S'étonnait Évelyne. Et voici la maison de la famille qui avait failli lui gâcher la vie. Ça ne compte pas, failli, pensa Évelyne avec malice et s'arrêta en face, faisant semblant de refaire son lacet. Bonjour, je ne vous ai jamais vu ici avant, dit une voix près d'elle. C'était Simon Leclerc. Évelyne l'avait vu sortir de la grille, mais ne pensait pas qu'il s'arrêterait. Vous êtes venu chez les Fournier? Les Fournier habitaient dans la même rue. Leur chef possédait une usine de transformation du bois, changing Smirnov to Fournier for a plausible French name. Évelyne comprit que Simon demandait ça par politesse. Il savait sûrement où elle logeait. Non, répondit-elle calmement, faisant semblant de rattacher son lacet. Elle se releva, prête à continuer de courir. Il n'y avait rien à dire à Simon, pour l'instant. Alors chez qui? Je connais tout le monde ici, insista-t-il. Chez personne, je suis seule. Évelyne le regarda avec mécontentement, lui faisant comprendre que ces questions étaient désagréables. Elle recommença à courir sans se presser. Simon roulait lentement à côté. Ne vous fâchez pas. Je vis ici depuis toujours, je connais tout le monde, et vous êtes une nouvelle personne. Alors je suis curieux de savoir quel vent a apporté une personne si charmante chez nous. Ne trouvez-vous pas que vous êtes excessivement insistant? Dit Évelyne en faisant une grimace et tourna sur un sentier menant à la rue voisine. Je vous prie de m'excuser, entendit-elle derrière elle. Ah oui, tout de suite. Non, mon cher, il fallait demander avant. En s'approchant de la grille, Évelyne entendit une voix d'enfant. Une petite fille d'environ 3 ans courait sur la véranda, poursuivie par un chiot. La petite fille éclatait de rire. Romain était fatigué, assis dans un fauteuil en osier, regardant l'enfant avec désespoir. En voyant Évelyne, il la salua d'un air sombre. « J'avais d'abord peur de vous réveiller, mais comme vous n'êtes pas sortie, je me suis dit, vous dormez profondément. »« Je courais, » dit Évelyne, observant discrètement la petite fille. « Sa fille, décida-t-elle. « Vous faites du sport » demanda Romain. « Non, je cours, c'est tout. Ça aide à penser, à se réveiller et à garder la forme, bien sûr. »« C'est louable. Vous voulez un café » demanda l'homme inopinément. « Avec plaisir. » Évelyne fut